Alors, je m'appelle Morgan. Non, je rigole. Ok, bien sûr, je m'appelle Morgan Thuisier. J'ai 45 ans, presque, en fait 44, Presque, très important. 44 mais presque 45. Et voilà, je suis français, je réside en Belgique et j'ai une fille adorable de 10 ans et je suis musicien. Vous écoutez Réunion de parents, un podcast de Parentia spécialement conçu pour les parents et futurs parents en quête d'information, de soutien et d'authenticité. La parentalité est un voyage à la fois universel et unique où chaque famille écrit sa propre histoire. Je m'appelle Fanny et je suis curieuse de savoir comment ça se passe vraiment dans d'autres familles. C'est pourquoi je m'invite chez eux, partout en Belgique, pour une réunion de parents. Aujourd'hui, j'ai réunion de parents avec Morgan, papa solo, qui nous raconte comment il a traversé sa séparation et réorganisé sa vie avec son enfant. Un témoignage qui prouve encore une fois qu'après la pluie vient toujours le beau temps. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir son histoire. Oui, Oui, salut Morgan, c'est Fanny. oui, c'est Fanny. C'est au premier tour. Ok, merci. Salut Morgan, ça va et toi? Ouais, ça va. Merci. Au premier, tu m'as dit? Au premier. Bienvenue Merci. dans mon antre. Et dans l'antre de ta fille? Et dans l'antre de ma fille surtout, ouais. Ouais, j'avoue que... On est plus chez ta fille que chez Ouais, toi. j'avoue que le salon, c'est un peu... À part une zone que j'ai délimitée, qui est vraiment un coin bureau, personnel, travail, etc. Mais tout le reste, c'est un coin assez partagé et très ouvert, surtout pour ma fille et pour ses jeux, etc. quoi. J'avoue. Bah, merci de m'accueillir chez toi en tout Bah, cas. je t'en prie, avec plaisir. Pour préparer cette réunion de parents, j'ai moi aussi fait mon devoir. En Belgique, environ 40% des mariages se soldent par un divorce, un taux relativement élevé comparé à d'autres pays européens. On estime également qu'un enfant sur 3 vit avec un parent séparé. Ces chiffres soulignent à quel point la séparation et le divorce sont des réalités courantes pour de nombreuses familles en Belgique, dont fait partie celle de Morgane. Alors depuis quand est-ce que tu sais que tu as envie de devenir papa ? Waouh. Alors, pour mon expérience personnelle, c'est arrivé en cours, en fait. C'est-à-dire que l'annonciation de la grossesse de Faiza, qui est donc la maman d'Elisa, s'est présentée à moi comme une surprise. Et au début, plutôt dubitatif, un peu dans l'incertitude. Finalement, c'est au fil des mois avant la naissance que j'ai commencé à développer un intérêt, une curiosité sur ce qui m'attendait. Et je pense que ça a joué beaucoup sur l'accueil et sur ce que j'ai ressenti une fois à la naissance de ma fille. Mais, je dirais un petit mais, je dirais que vraiment, comme j'en parlais à un de mes meilleurs amis, Julien, si tu m'écoutes, qui habite dans le sud de la France, qui a été papa juste par la suite et qui me demandait à l'époque de la naissance de ma fille, ce que ça me faisait, ce que j'avais ressenti. Et je lui avais dit que c'était quelque chose d'inimaginable en fait. On peut le théoriser comme ça, mais il n'y a qu'à partir du moment où on a, en tout cas pour moi, pour mon expérience de père, où j'ai eu ma fille dans les bras, que d'un coup, il y a un avant et un après, et plus rien ne sera jamais pareil en fait. Et tu veux dire que du coup, avant d'apprendre la grossesse de Faiza, tu t'étais pas encore projeté en tant que papa, ou vous n'avez pas forcément abordé le sujet de fonder une famille ? Alors pas complètement en fait. On en parlait donc Faiza qui est la maman d'Elisa, donc ma fille, avec laquelle je suis resté 9 ans. Donc l'arrivée d'Elisa s'est faite 5 ans après notre rencontre. Et en fait on en parlait un petit peu, mais c'était pas c'était pas un sujet. On était pris un petit peu dans nos activités respectives. J'étais centré un petit peu sur mes activités. Il y a une posture un petit peu égocentrée et individualiste aussi qu'on a tous au travers de nos rythmes de vie. T'étais musicien déjà à l'époque ? Ouais, j'étais musicien déjà à l'époque. C'était pas un projet, c'était pas quelque chose que je ressentais en fait en moi. C'est venu de la part de Faiza, qui lui avait déjà
qui elle avait déjà un petit peu des velléités d'être maman. Du coup, c'était pas forcément un projet commun quand c'est arrivé ou... Non, c'était pas un projet commun. Okay. C'est-à-dire que potentiellement, c'est un accident, on va dire. C'est-à-dire que c'était pas... Il y avait un moyen de contraception, donc Faiza prenait la pilule, mais voilà, il y a quand même toujours une marge d'erreur qui existe aussi, aussi infime soit-elle. Okay. Et c'est arrivé comme ça. Et quand ça s'est présenté, ça a paru assez évident de dire non, bon là, c'est parti, let's go, vivons l'expérience. Et du coup, donc c'était une grossesse surprise. Tu as réussi à te projeter assez rapidement. Oui, je me suis projeté très rapidement, et plus ça avançait, plus je me projetais, plus j'en parlais avec mes amis aussi, dans mon entourage, dont Adjeri, qui a plusieurs enfants, qui en avait deux donc, du coup à l'époque, et qui me partageait un peu son expérience. Et d'ailleurs, c'est à la fois agréable de partager avec son entourage qui est déjà parent, pour certains, et pour d'autres, c'est carrément catastrophique. Je me rappelle que plus l'échéance arrivait de la naissance, et moins je voyais de personnes, en fait. Je disais à Faiza, sur certains amis, que c'était fini, en fait, que je voulais plus les voir, parce que c'était chargé d'éléments négatifs sur ce qui allait arriver, en fait. Alors vas-y, profite bien de ton temps, ou profite bien dors bien, regarde bien ton film, fais bien ci, parce qu'après ce sera fini, avec un ton un peu drôle, un peu sympa, mais du coup, non, j'avais pas envie de me dire que forcément... ta vie allait s'arrêter. Bah ouais, que ça allait s'arrêter, et d'ailleurs, pour mon expérience personnelle, ça s'est pas du tout produit comme ça, en fait, par la suite, quoi. Et du coup, comment s'est passée la rencontre avec Elisa ? La rencontre avec Elisa, c'est très bien passé. Donc évidemment, c'était au moment de la naissance. Même s'il y avait déjà un premier contact avec l'échographie, etc., on se projette aussi avec le prénom. Personnellement, le fait de savoir que ça allait être une fille et de déjà y mettre un prénom à l'époque, de faire ce choix, ça m'a aidé à me projeter. Et c'était intéressant d'ailleurs, toute la période de choix de prénom. C'est toujours marrant de voir... qu'on n'a pas du tout les mêmes approches, les mêmes manières de faire. Il y en a pour qui c'est vraiment un gros stress, il y en a pour qui ça ne l'est pas, il y en a pour qui c'est une lutte. Il y en a qui se mettent d'accord tout de suite. Nous, ça a été assez évident, en fait. On avait, au cas où c'était un garçon ou une fille, on en avait parlé avant. Et si c'était une fille, pour ma part, j'étais sur Océane. Je l'ai proposé, ça a été refusé. Et c'est marrant, quand j'en parle dans mon entourage, Océane, c'est pas validé non plus. Pour diverses raisons. Mais voilà. Et donc, j'ai pas insisté. Il y avait Faiza a pensé à Elisa, je crois, directement. Je trouvais ça chouette aussi. J'étais pas contraire, en fait. Il y a plein de prénoms que je trouvais sympas, donc c'était ok. C'était validé directement, du coup, Elisa, c'était validé directement, ouais. Avec la référence à Gainsbourg en plus, étant musicien, et je trouvais ça sympa. J'en avais pas dans mon entourage aussi. Je pense que ça joue, ça aussi, sur le choix de prénom. Le fait de ne pas en avoir, de ne pas en connaître. C'est clair. Ouais. Du coup, tu ne te projettes pas sur des personnes qui auraient eu ce prénom que tu n'aimais pas. Tout à fait. Ce qui peut créer beaucoup de complications quand tu cherches un prénom. Et ce qui est marrant, parce que c'est peut-être, il y a peut-être un biais, parce que maintenant que j'ai ma fille, et même déjà depuis quelques années, j'ai l'impression de voir plein de Elisa ou de Élise. Tu vois, je suis en mode, il y en a plein. Et donc... Après, je trouve que c'est un prénom qui a eu un vrai boom. Hein. Oui, tout à fait, ouais. Et si ça avait été un garçon, moi, j'avais le choix du prénom. Et ça avait été validé par Faiza. Et le choix du prénom, c'était Bastien. Donc, pensez pour Bastien, qui n'a pas été. Et Bastien en référence à l'Histoire sans fin. Et pour le coup, Bastien, je n'en connaissais aucun à l'époque. Et à ce jour, j'en connais toujours aucun. Peut-être qu'il y a une raison. Allez, ça c'est fait. Pensez à dédicace à tous les Bastiens. C'est pour vous. C'est cadeau. Non, mais c'est vrai que le choix des prénoms, c'est un vrai sujet, quoi. Pendant la grossesse, c'est peut-être un vrai stress. Oui, tout à fait, ouais. Vous, ça a été pour les trois? C'est la maman qui gagne, hein, de toute façon. C'est la maman qui gagne. Je pense qu'à chaque fois, on fait genre que c'est un débat, mais au final, est-ce que c'est un vrai débat? C'est clair, c'est un peu le... Faut convaincre le papa. On laisse croire, tout à fait. Comme j'avais vu un court-métrage à l'époque qui était marrant, sur le fait qu'en fait les femmes feraient partie d'une confrérie ou d'une sororité, je ne sais pas si on peut dire sororité, où en fait nous les hommes on n'est pas au courant, et elles nous laissent, elles nous laissent croire qu'on a une importance, donc elles font exprès d'avoir du mal à ouvrir les pots de confiture ou les trucs en mode chérie, tiens j'arrive pas, comme ça le mec il arrive, il l'ouvre, ouah t'es vraiment trop fort, et puis ça fait du bien pour l'ego masculin et tout ça pour nous cajoler et prendre soin de nous. Mais vous faites pareil avec les tâches ménagères, non?
Avec les tâches ménagères, c'est-à-dire? Vous faites genre, je suis nulle pour faire une machine, vous pouvez choisir le repas, comme ça, nous, sont toutes puissantes après, non? Ce serait dans ce sens-là. Du coup, ce serait plus de la manipulation, là, parce que ce serait pour se débarrasser d'une tâche qu'on n'a pas envie d'effectuer. De quoi? De faire exprès, en fait, d'être mauvais, nous, c'est ça. Dans une tâche. Tout à fait. C'est plus... Et donc, du coup, comment se passent les premiers instants avec Elisa et sa maman? Les tout premiers instants? Ça se passe bien. L'accouchement s'est bien passé? L'accouchement s'est bien passé, oui. Oui, tout à fait. Je me rappelle plus exactement le moment de la perte des os, de tout ça, mais je me souviens que ça s'est passé, qu'en 24 heures, tout s'est déroulé sur cette période-là. Elle est allée à l'hôpital. Non, si, c'est l'hôpital. À la maternité. Oui. Où est-ce qu'on fait l'accouchement? À l'hôpital. À l'hôpital. Oui, service maternité. Dans le service maternité, merci. Et donc, tout s'est, de mémoire, tout s'est bien déroulé. Ok. Vous arrivez à trouver votre équilibre assez facilement? Chacun arrive à trouver sa nouvelle place, du coup, de papa, maman, et plus uniquement de couple? Oui, à l'époque, oui. On a avancé, en tout cas, sur ces premières années. Sur ces 2-3 premières années, on a vraiment avancé ensemble, respectivement sur notre nouvelle vie et dynamique, en fait, en tout cas en tant que parents et en tant que papa et maman. Et ça a bien fonctionné. On était sur la même longueur d'onde aussi, sur l'approche, en fait. Nous, on était assez proches, je sais pas comment je vais le dire, de démarches plus sensibles, comme le cododo, des choses comme ça, qui peuvent être un peu alternatives ou quoi, mais nous, ça nous parlait. On avait envie d'écouter beaucoup ce qu'on ressentait ou ce qu'on pensait, et notre enfant aussi, donc on a avancé comme ça, et du coup, ça a facilité les choses, et ça s'est bien passé, en tout cas. Et du coup, à partir de quel moment les choses ont commencé à se gâter? Dans notre histoire de couple, ça a commencé sur une période de transition, en fait. Ça veut dire que au début, c'est un bébé, après ça devient un bambin, et après un petit enfant, etc. Et nous, on faisait, il y avait une intention de la part de la mère de faire du maternage proximal. Le maternage proximal, c'est une approche où l'on reste très proche de son enfant, autant sur le plan physique qu'émotionnel. À l'instar de la parentalité positive, le maternage proximal, aussi appelé maternage intensif, vise à renforcer au maximum le lien mère-enfant à travers une proximité physique quasi constante. Cela se traduit par exemple par un allaitement à la demande où l'on nourrit son bébé quand il a faim, sans respecter de tranche horaire fixe. On utilise aussi des porte-bébés ou des écharpes pour garder le bébé contre soi, ce qui renforce encore plus ce lien. Beaucoup de parents choisissent de faire dormir leur enfant dans la même chambre, voire dans le même lit, pour être proches pendant la nuit et faciliter les réveils. Quand son bébé pleure, on cherche à le réconforter rapidement, qu'il ait besoin d'un câlin ou d'être nourri. L'idée est de créer une relation de confiance et de sécurité en étant attentif aux besoins de l'enfant. En gros, le maternage proximal cherche à maintenir une connexion très étroite avec son bébé pour favoriser son bien-être et son développement. Voyons maintenant comment le maternage proximal a eu un impact sur la relation entre Faiza et Morgane. On était dans une approche comme ça, de bienveillance, de maternage proximal, de parentalité positive. Alors peut y avoir comment dire, tout ça peut faire un peu présomptueux ou quoi, hein. Je juge pas en disant que c'est mieux que ce que font les autres ou pas, mais en tout cas à l'époque ça avait du sens pour nous, donc on faisait ça. Mais alors il y avait aussi l'allaitement, étant dans une démarche d'allaitement long. Elisa n'a pas été à la crèche, on a pu s'organiser différemment. D'ailleurs, elle n'a pas été scolarisée avant la première primaire. Et en fait, c'est à partir du moment où il y a eu de ma part un désir d'évolution, en fait, d'évolution, de modification de la situation. Il y a un moment donné où il me semblait que c'était important de récupérer un espace aussi qui nous était un espace conjugal, de récupérer un espace pour nous dans les cododos, etc. Et au niveau de l'autorité aussi. On était dans une démarche extrêmement bienveillante. Mais pour moi, Elisa, devenant un bambin et une petite fille, il fallait aussi des cadres, des repères au niveau de l'autorité. Elisa, quel âge à ce moment-là? Et Elisa a 3 ans à l'époque. Ok. Donc c'est vraiment entre les 2 ans et demi et 3 ans qu'il y a un tournant, il y a un virage qui s'effectue.
et où je me retrouve plus en fait dans la manière dont on fonctionne. Et donc, Tu te rends compte petit à petit ou c'est du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, mais quasiment tu te rends compte que tu te perds? non, c'est petit à petit en fait. Hein, c'est petit à petit. Et je dis pas que c'est la faute à quelqu'un en particulier. Hein, je dis juste que On l'a pas voilà, vraiment comme tel. je me rends compte, ouais, voilà, que petit à petit que ça fonctionne plus comme ça et que Est-ce qu'il y a des exemples concrets qui te sautent aux yeux à ce moment-là? il y avait par exemple sur le cododo en fait, le fait que Elisa le rituel qui s'était instauré, c'était que donc la maman, donc Faiza, allait se coucher avec Elisa, l'endormait, Elisa s'endormait au sein, et donc la maman restait au lit, et je sentais que ça me convenait pas trop, et en fait ça créait une distance aussi. Il y avait plus de. On a besoin, je pense, dans le couple, d'avoir des moments aussi où on est proche, des moments de tendresse, pas que des moments sexuels hein, qui peuvent se faire en dehors du lit et de tout ça, mais De l'affection. voilà, il y avait besoin de ça. Il y avait vraiment, il y a une déconnexion qui s'est faite au fur et à mesure. Et on commençait en fait à dériver de la bienveillance à la permissivité ou au laxisme en fait dans la manière de fonctionner avec Elisa qui grandissait avec ses exigences, avec ce qu'elle demandait. Et pour moi, c'est important de faire la distinction entre ce dont elle avait besoin et ce qu'elle demandait comme ça, quoi. Et voilà, pour moi, il y avait la nécessité de commencer à instaurer certains cadres, ce qui a créé un désaccord avec la maman. Ok. Il n'y a pas eu moyen d'en discuter ensemble? Si on en a parlé, mais on était en désaccord. Du coup, ça veut dire que pour la maman, c'était trop. Je tombais sur une autorité qui était conventionnelle. Elle a beaucoup changé d'ailleurs la maman, je dis aujourd'hui. C'est plus du tout ça, mais en tout cas à l'époque ça l'était. On peut dire que des conflits ou des désaccords dans une relation, ça existe. C'est normal, c'est même sain, on va dire. Enfin, je trouve que c'est sain. À quel moment tu te dis, tiens, là, c'est irrémédiable, on va plus pouvoir aller plus loin ensemble ou résoudre ces soucis en tant que couple? Ouais, c'est compliqué, hein. Enfin, je dirais plutôt que c'est complexe. Oui. Mais Est-ce que vous avez pensé à c'est- voir un thérapeute de couple, par exemple, et voir non, comment... je crois. Et alors peut-être qu'on en a parlé, mais on l'a pas fait. Et en fait, c'était une accumulation. Là, ce que j'ai partagé, c'était des points spécifiques. Mais bon, bah, il y avait pas que ça. Il y avait la dynamique avec Elisa, et en même temps, on partageait de moins en moins de moments ensemble, en fait. De moins en moins de moments ensemble. Donc, il y avait un éloignement. Bah, évidemment, rien que tout bêtement, avoir des moments ensemble le soir à deux pour discuter, pour regarder un film, en parler, pour des choses comme ça du quotidien, bah c'est hyper important. Mhm. Et bah ça ne l'était plus. Donc on avait. Vous il y a une- partagez plus grand-chose. Ouais, on partageait plus grand chose en fait. Et il y a eu un éloignement qui s'est fait. Aucun de vous deux n'a eu envie d'arrondir Voilà. les angles pour trouver un accord ou un équilibre. Non, on en a parlé, mais on voyait pas d'issue en fait. Mhm. Non, il n'y a pas eu d'issue. Et en fait, bon, il y a eu un moment d'explosion. Alors, avec Elisa, mais du coup, surtout par répercussion entre nous, entre la maman et moi, on s'est posé et on s'est dit, bon, concrètement, il n'y aurait pas Elisa, est-ce qu'on serait ensemble? Et la réponse, c'était évident que non, qu'on aurait mis un terme à la relation, parce que là, on s'était trop éloigné et trop antagonisé, comme je disais, et donc Ouais, ça pouvait il y avait plus un fossé fonctionner, en fait. maintenant. Et toi, comment tu vis cette séparation à ce moment-là? Bah, à l'époque où on prend la décision, ça me paraît pertinent et c'est bien, c'est une décision en commun en plus, Ok. une décision commune. Et après, il y a eu le doute. C'est-à-dire que sur le dernier mois avant la séparation, donc en avril, quand je me rends compte que tout ceci est bien concret et que c'est parti, je commence à douter. Je commence à me dire, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a essayé de faire ce qu'il faut pour peut-être sauver le couple? Enfin, en fait, je prenais ça comme un échec personnel, hein, à la fois par rapport à mon expérience personnelle, voilà, parents séparés, machin, tout ça, et à la fois sur le fait que, bah, pour moi, dans une société qui tend à l'individualisme, qui ne met pas qui ne valorise pas la responsabilité, l'engagement, l'aspect familial, etc. Eh ben,
je trouvais que c'était une certaine victoire pour moi et par rapport à mon parcours aussi, de réussir à pas finir comme beaucoup de gens finissent séparés avec un enfant de 3 ans. En fait, je me disais, mais c'est incroyable, en fait, on va faire comme beaucoup. Et je le prenais vraiment comme un échec, en fait. Et j'ai douté, j'ai été beaucoup, beaucoup attristé. Et à l'époque, c'est la mère, donc c'est Faiza, qui a tenu bon, qui a dit non, vraiment, c'est ce qu'il faut faire, qui n'a pas flanché. Et elle a extrêmement bien fait, parce que vraiment, au moment où ça s'est effectué, sur le mois de la séparation, ça m'a paru une évidence. Et du coup, Elisa a 3 ans à ce moment-là. Ouais, Elisa a 3 ans. Non, ouais, elle vient d'avoir 4 ans. Okay. On est en mai 2018, donc elle vient d'avoir 4 ans. Maintenant que Morgane nous a parlé de sa séparation, une question importante se pose. Qui prend l'enfant à charge fiscalement après une rupture ? Il est essentiel de bien comprendre les implications financières pour éviter les mauvaises surprises. Alors explorons ensemble les options. Premièrement, il y a la garde classique. L'enfant vit alors principalement chez un parent. Ce parent bénéficie des avantages fiscaux liés à l'enfant à charge. Deuxièmement, il est possible également d'avoir une garde partagée avec domiciliation unique. Même si la garde est équilibrée, l'enfant doit alors être domicilié chez un seul parent qui reçoit les avantages fiscaux. Ou alors, troisième option, la coparentalité fiscale. Si les 2 parents sont d'accord, ils peuvent partager les avantages fiscaux, même si l'enfant est domicilié chez un seul parent. Mais cet accord doit être officialisé. Pour plus d'informations sur les enfants à charge, rendez-vous sur parentia.be. À cet âge-là, tu comprends quand même beaucoup de choses, mais c'est pas forcément facile de verbaliser. Du coup, comment est-ce que vous annoncez votre séparation à Elisa ? Alors, on fait pas d'annonce officielle, en fait. Elle voit qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver, et on en parle de manière spontanée, en disant que papa et maman vont pas forcément vivre ensemble maintenant comme ça, mais qu'il y aura toujours papa et maman, et qu'il y aura juste 2 maisons avec 2 chambres, un truc comme ça. Et en fait, ça lui posait pas du tout problème. Enfin, en tout cas, elle a pas exprimé de désappointement ou truc comme ça à l'époque, du haut de ses 4 ans, en tout cas. Ok. Elle n'a pas posé de questions Non, elle n'a pas vraiment posé de questions. Elisa a toujours été vraiment dans l'instant présent aussi. Elle n'a jamais été vraiment non plus difficile, les choses se passaient bien. Même si, sur cette première année de séparation, il y a eu des éléments comportementaux difficiles avec Elisa, beaucoup avec sa maman, envers sa maman, et un petit peu avec moi. C'est là que j'ai pu voir certains comportements, certaines crises, certaines pertes de contrôle, où elle pouvait griffer, tirer les cheveux, hurler. Tu dois contrôler ton enfant. Il y a eu des trucs comme ça à l'époque. J'en ai eu peu, mais j'en ai eu. Mm-hmm. Et c'est marquant, en fait. C'est marquant et très déstabilisant. Et à l'époque, par contre, je m'étais renseigné. Et effectivement, dans mon entourage, d'autres parents avaient traversé aussi ce genre de choses avec leurs enfants. Et j'étais tombé sur des articles et des vidéos de personnes qui partageaient ça. Et je me rappelle d'ailleurs d'une vidéo qui m'avait marqué, d'un père d'ailleurs. Alors évidemment, j'étais plus touché en tant que papa quand c'était un homme aussi. Je me sentais extrêmement concerné d'une situation comme ça, d'une situation où l'enfant vrille. Et c'est filmé, donc il y a un côté un peu voyeuriste, mais au moins ça permet de témoigner de l'événement. Et ça m'avait rassuré parce que l'enfant vrille et le père reste totalement bienveillant et il prend l'enfant juste contre lui, il le maîtrise parce que l'enfant essaye de taper, d'arracher, de s'arracher, de faire des trucs, et donc il le prend par la force, il le maintient par la force jusqu'au moment où ça descend. Après un temps court qui paraît un temps infini, ça se met à descendre. Et tout ça, c'est expliqué après aussi. Il explique que au contact aussi, on libère des hormones. Il y a plein de choses qui se passent et qui aident. Et c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a aidé en tout cas à l'époque à traverser ça. Et ça m'a aidé en complémentarité de lecture aussi que j'avais depuis la grossesse. Et il y a des choses qui étaient un peu théoriques ou nébuleuses en fait. Ça veut dire que j'avais des livres comme des livres d'Isabelle Filiosa sur des livres comportementaux, sur ce qui se passe aussi dans le cerveau de l'enfant, comment réagir, comment faire face à tel comportement, puisque nous on fait un peu
de ce qu'on appelle aussi, de ce que Boris Cyrulnik, dans le livre La naissance du sens, appelle l'adultomorphisme, en fait. C'est-à-dire qu'on transpose en fait des comportements d'enfants. Revenons quelques instants à cette notion d'adultomorphisme, qui se manifeste par l'attente de comportements d'adultes chez les enfants. Que ce soit sous l'effet de la pression sociale, par souci d'efficacité ou simplement par automatisme, il arrive souvent qu'on oublie que les enfants ne sont pas de petits adultes. Leur univers, riche en découvertes, en émotions spontanées et en expériences sensorielles, a besoin de temps pour se déployer. Comme le souligne Boris Cyrulnik, neuropsychiatre renommé qu'on ne présente plus, l'enfance est une période essentielle pour se construire à son propre rythme. Pourtant, en cherchant à les faire entrer trop vite dans des cadres rigides des responsabilités adultes, on leur enlève une part de cette magie propre à l'enfance. Comment y remédier ? En les laissant simplement être des enfants. En acceptant leurs erreurs, leurs moments d'hésitation, leur curiosité sans borne et en leur offrant un environnement où ils peuvent rêver, explorer et grandir sans contrainte. Laisser les enfants être des enfants, c'est leur offrir une base solide pour affronter plus tard les nombreux défis de l'âge adulte. Et donc Isabelle Filosa, dans son livre que j'ai oublié le titre, c'est terrible. Ah si, le livre s'appelle « J'ai tout essayé ». Il porte bien son nom d'ailleurs. Tout type de comportement qui peut arriver, où on peut se sentir complètement désarmé en tant que parent. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Et deuxièmement, petite astuce, qu'est-ce qu'on peut peut-être faire ? Quels sont les conseils ? Après, la séparation coïncide vachement avec la gestion des émotions pour les enfants, donc c'était pas forcément lié, mais c'est fameux hasard. Tout à fait. Quel a été le plus gros challenge après ta séparation d'avec Faiza, vis-à-vis d'Elisa, mais également vis-à-vis de toi en tant que désormais papa solo ? Le plus gros challenge, ça a été en fait, c'est lié, c'est autant dans la nouvelle dynamique qu'on instaure, qu'on s'apprête à instaurer et qui s'installe avec l'autre parent, que avec l'enfant en fait. C'est vraiment un ensemble. Nous, sur cette année de transition après la séparation, il y avait toujours un chemin en commun qu'on prenait, donc ça fonctionnait plutôt bien. Et en fait, il y a un moment donné où, pour diverses raisons, ça s'est passé différemment, ça a switché. Et j'ai eu 2 passages au tribunal par la suite, en 2019 et en 2020, pour des incompatibilités de vision et des manques de communication et de s'entendre. Et du coup, ça a été très difficile. Je le souhaite à personne. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été assez dévastateur. Et je veux plus jamais vivre ça. Et en fait, c'est très triste. Et je tiens à dire qu'à l'époque, Elisa, qui avait donc 5 ans, sans rentrer dans les détails avec elle, je pense qu'elle ressentait les choses aussi, en fait. C'est-à-dire que le jour où j'ai été appelé au tribunal, j'étais avec ma fille et une amie, et je la laisse avec mon amie pour pouvoir continuer le chemin. Et Elisa, sans rentrer dans les détails, on n'en a jamais parlé. Je lui ai dit que papa avait quelque chose à faire, qu'elle allait passer un petit moment avec cette amie. Et en fait, elle s'est effondrée en pleurs, ce qui n'était jamais arrivé. Elle adorait partager des moments avec cette personne en plus. Donc elle devait sentir des choses, il y a des énergies, il se passe des trucs. Donc voilà, ça a été un challenge. J'espère que je ne suis pas trop rentré dans les détails, mais sur les années à venir, le plus gros challenge, ça a été de trouver une manière de fonctionner en fait, de se positionner. Et je pense qu'on l'a aujourd'hui. Le but, c'est pas de devenir ami ou de bien s'entendre avec le parent séparé, etc. Il y a des blessures qui sont difficiles à penser. Pour autant, c'est important de pas être dans l'aigreur, dans le ressentiment. Ça détruit plus qu'autre chose. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil pour un parent fraîchement séparé, justement pour minimiser ces conflits, ces tensions avec l'autre parent, pour pas que l'enfant le ressente ? Le seul conseil que je pourrais donner, c'est au maximum de rester dans l'écoute et dans l'échange, en fait, dans la communication et de trouver des terrains d'entente. C'est-à-dire de se débarrasser. Je me rends compte avec le recul que même si ce que je pense avoir vécu, par rapport à mon expérience, il y a des choses qui ont été difficiles, dures, etc. Mais quand j'entends
ou quand je suis témoin d'autres expériences dans des séparations et qui perdurent, je me dis mais quel enfer en fait. Je veux dire, finalement je relativise. À un moment donné, il faut relativiser aussi ce qu'on traverse et bien comprendre que l'objectif, c'est comment dire, c'est pas de mener une guerre à l'autre parent, alors qu'en fait c'est ce qu'on a tendance à faire. Ce qui veut dire que ce qui nous a aidés nous, c'est le moment où j'allais dire où j'ai coupé les ponts, mais en fait ça s'est fait un peu dans les deux sens, mais j'ai quand même un petit peu forcé la chose aussi, où on se rendait compte qu'on avait des échanges qui étaient purement réprobateurs et conflictuels, et en fait ça servait à rien. C'est oui, Elisa me dit que t'aurais dit ça, ou elle a entendu ça, ou ta mère, donc voilà, la grand-mère d'un côté ou de l'autre, ou elle aurait mangé que ci, ou que ça, ou que machin. Et en fait, ça devient que des éléments pour faire des reproches et attaquer l'autre, en fait. Et il y a un moment donné, Qui ce sont qui a pas aidé, constructifs, quoi. et c'est absolument pas constructif, et ce qui a aidé, à un moment donné où on a dit stop, c'est-à-dire que maintenant, les seuls échanges qu'on aura, c'est purement par rapport à la petite, en fait. C'est purement par rapport à l'enfant et ce qui est important. Si pour moi c'est important, si l'un est végétarien et que l'autre non, machin, et que l'autre, on s'en fout en fait. Au bout d'un moment, chacun fait ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qu'on appelle important? Et Aussi, voilà. c'est pour voir où tu mets le curseur. En fait, le curseur il est mis sur ce qui peut vraiment, à un moment donné, objectivement être délétère ou destructeur. Ça veut dire que si l'un des parents tombe dans la violence physique ou la violence psychologique, mais patente, observable et constatable, quoi, et quantifiable, ou l'alcoolisme ou des choses comme ça, voilà, des choses qui sont vraiment graves par rapport à l'enfant. Okay. Mais sinon, tout le reste, j'ai appris à faire un chemin d'acceptation et d'adaptabilité. Bah, du coup, tu as quasiment répondu à ma prochaine question. Si jamais tu as un autre point à ajouter, c'est comment rester en bon terme avec l'autre parent? Tu vois, lorsqu'on voit les choses différemment, d'un point de vue éducatif, d'un point de vue pédagogique, comment entretenir de bonnes relations avec l'autre parent? Il faut, ça dépend en fait. Je pense qu'idéalement, il faut faire son possible par rapport à la relation qu'on a avec l'autre parent et à ce qu'elle nous renvoie en fait. On est deux là-dedans. Si la maman était fermée, belliqueuse, dans l'idée de vraiment être dans une démarche conflictuelle, bah t'aurais beau faire le mieux que tu peux, ça changerait rien du tout. Donc là, c'est pas le cas et tant mieux. Mais c'est important de juste mettre des limites et faire preuve, une petite astuce, encore une fois, hein, peut-être un autre conseil, c'est l'assertivité. Et l'assertivité, c'est être capable d'exprimer son opinion, son regard, sa position, sans forcément entraver ou nuire à celle de l'autre, en fait. Hein. Le but, c'est pas condamner, mais il faut quand même se positionner intelligemment. Et donc, ça fonctionne. Et même si c'est perfectible, hein, il y a des petits moments de rechute. Il y a des moments où voilà, sur les 2-3 dernières années, il y a des moments où ça a rechuté, où on s'est pris la tête, du coup, donc moi avec la maman, et donc elle avec moi, sur des points spécifiques. Mais ça dure... Vous avez pas des réunions, mais tu vois, des moments où vous échangez tous les deux à propos d'Elisa, en dehors de vos échanges via téléphone? Très peu, parce que... réunion des parents, par exemple. Est-ce que vous y allez à tour de rôle? Non, on y va ensemble. Vous y allez ensemble. On y va ensemble. Mais c'est très... Si elle entend le podcast, si tu entends le podcast, Faiza, ne m'en veux pas. Je suis désolé. Mais du coup, moi, j'ai beaucoup de mal, en fait. Voilà, je le dis, j'ai beaucoup de mal, mais elle le sait que je garde une blessure, qu'il y a quelque chose qui s'est brisé et que, en fait... Et je pense que c'est plus fort que ça, c'est-à-dire que quand on se sépare, peut-être que c'est le cas aussi d'autres parents, on se demande des fois, mais on se sent tellement différent, et même comment j'ai fait, qu'est-ce qui a pu nous rapprocher à l'époque, etc. Et donc du coup, Du coup, t'as beaucoup de mal avec quoi exactement? J'ai beaucoup de mal avec son regard, avec sa manière de voir les choses, etc. Okay. Et j'aime pas ça parce que ça me met dans une position aussi où une position de supériorité que je partage pas, mais où je me dis, mon Dieu, elle est complètement larguée, c'est moi qui ai raison,
qu'est-ce qu'elle raconte ou qu'est-ce qu'elle dit ou pourquoi elle pense, pourquoi elle a cette représentation de la réalité ou des événements alors qu'en fait c'est pas du tout ça pour moi quoi. Okay. Donc du coup mieux vaut faire un petit pas de recul et en tout cas pour moi, pour mon expérience, de limiter au maximum les échanges et les interactions en fait. De toute façon, Elisa s'adapte quand elle est chez toi. Et quand Ouais, elle est exactement. chez les mamans. Tout à fait, tout à fait. Comment est-ce que tu as présenté donc, ta compagne à Elisa? Comment est-ce que tu amènes le sujet? Est-ce que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel? Ou est-ce que tu attends toujours un certain laps de temps pour être sûr que ce soit sérieux avant de lui présenter? Comment ça se passe de ce côté-là? Ça s'est fait en plusieurs temps en fait. C'est-à-dire que pour ma compagne actuelle et qui sera la dernière et pour toujours, si tu m'écoutes Cléa, et je suis sincère dans ce que je dis, je suis vraiment très amoureux. Et en fait, il y en a eu d'autres avant. Donc les questions sont plus posées vraiment avant. J'ai eu quelques relations. Ça m'a permis déjà de me demander en amont, tiens, comment j'allais fonctionner avec Elisa. Et en fait, moi, pour ma part, je l'ai fait de manière assez naturelle. Quand je sentais que c'était le moment, je le proposais. Et en fait, j'ai observé comment réagissait ma fille. Et si j'avais senti que ça posait problème ou que ça lui créait un désagrément, ou que si après avoir partagé des moments avec une compagne que j'avais et qu'après j'étais plus avec et qu'il y avait un manque ou de la tristesse ou des éléments comme ça, j'aurais adapté aussi ma position, ma manière de fonctionner. Mais ça n'a pas été le cas. Quand ça s'est fait toujours de manière naturelle. Et quand après c'était terminé, c'est pareil en fait. Il y a tellement d'autres choses à vivre. On vit tellement d'autres choses en fait que finalement ça s'est toujours bien déroulé quoi. Et du coup, d'un point de vue compagnon de la maman, est-ce que c'est quelque chose que tu redoutais aussi, de savoir justement dans quel contexte ta fille allait être quand elle n'est pas avec toi? Oui, tout à fait. Je le redoutais et du côté de la maman, il y a eu très rapidement ce garçon, cet homme dans sa vie, donc Julien il s'appelle. Même si au début je pouvais y trouver des éléments critiques de l'extérieur en me disant il y a ci, il y a ça par rapport à des façons de vivre au quotidien. On fait pas tous pareil par rapport à l'alimentation, par rapport au temps d'écran, par rapport à ce qu'on tolère, à ce qu'on tolère pas. Et donc du coup, et puis tu n'as aucun contrôle là-dessus. Ouais, t'as aucun contrôle, exactement. Et en fait, il y a un moment donné où il faut, je pense, lâcher prise et se rendre compte que lâcher prise, c'est pas forcément de la résignation en fait. C'est pas la même chose. C'est ni de la lâcheté en fait. Il faut trouver vraiment où est-ce qu'on se positionne et comprendre que à un moment donné lâcher prise c'est pas forcément se résigner et que il y a des choses qui sont pas si graves que ça en fait. Il y a des choses, c'est bien en fait ça nous fait évoluer et grandir aussi je trouve intérieurement tout ça exactement parce qu'on est rempli encore une fois de biais et d'habitudes de vie qu'on pense importantes pour nous et quand on a un enfant qu'on pense importante pour notre enfant et qu'on veut lui inculquer ou lui transmettre. Et à un moment donné, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Tu peux transmettre quelque chose à ton enfant sans que, pour autant, ce soit pareil de l'autre côté. Et donc, aujourd'hui, je suis content du cadre qu'elle a là-bas. Et je pense, encore une fois, vraiment, ayant eu des témoignages, d'autres expériences, d'autres partages de parents séparés, trucs comme ça, je me dis, il y a tellement pire, en fait, que c'est tellement bien que quand ça se passe plutôt bien. Même si on se dit que l'autre il est pas parfait, qu'il fait comme ci, comme ça et que voilà. Il fait du mieux. Ouais. De toute façon. Et du coup, encore une fois, est-ce que tu aurais un conseil pour un parent qui voudrait annoncer, soit qu'il s'est remis en couple et qui sait pas trop comment s'y prendre, ou pour accepter le nouveau compagnon du parent, enfin de l'autre parent? Il y a quelque chose qui aide en fait, je pense, de mon expérience en tout cas, c'est le temps. Alors ça aide pour plein de choses. Le temps, ça aide à faire les deuils, ça aide à calmer les choses, ça aide à faire plein de choses. Et là, dans une séparation, ça aide. Ce qui veut dire que au moment où il y a eu la séparation, dans l'année qui a suivi, quand j'ai rencontré une femme à l'époque qui a été intégrée assez rapidement à mon environnement et que la maman, du coup, donc Faiza, a appris. Ça a été dur pour elle en fait. Et en fait, c'est des étapes. Et j'ai compris, elle aurait préféré que je lui en parle en amont ou qu'il y ait un élément de prévention comme ça. Alors qu'aujourd'hui, avec le temps, évidemment,
que tu sois avec un tel ou un tel, ça change rien tant qu'il n'y a pas d'éléments nuisibles ou problématiques. Il n'y a pas de remède universel pour le coup, il n'y a pas de conseil ultime. C'est vraiment propre à chacun, à comment tu fonctionnes, à la relation que tu as avec l'autre parent et à la relation que tu as avec ton enfant. Je suis réellement impressionnée par la manière dont Morgane et son ex-compagne ont géré leur séparation dans l'intérêt de leur fille. Comme vous pouvez l'imaginer, une séparation n'est jamais simple, surtout lorsqu'elle concerne des enfants. Cela affecte non seulement votre situation personnelle, mais aussi votre situation financière. Il est nécessaire de convenir ensemble de certains points importants avec votre ex-partenaire. Où les enfants vont-ils résider? Quelles seront les modalités de garde? Comment leur éducation sera organisée, etc. Il est également important de discuter de la répartition des frais liés aux enfants. Idéalement, ces questions sont abordées de manière constructive pour parvenir à un accord. Une séparation peut aussi avoir un impact sur le versement de vos allocations familiales. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, je vous invite à consulter le site de parentia.be. J'ai également demandé à Morgane comment ils avaient géré les démarches administratives. Et d'un point de vue administration familiale, est-ce que tu as dû entreprendre beaucoup de démarches pour tout ce qui est allocation familiale suite à la séparation avec la maman? Non. En fait, ça s'est fait du côté de la maman. Et quand il y a eu des quand il y a eu des passages au tribunal, en tout cas des jugements, ça a aidé aussi à ancrer certaines choses dans la manière dont on fonctionne avec les allocations familiales. Donc moi, c'est très classique. Ça veut dire que c'est l'allocation, elle est reçue par la maman, qui coupe en deux, qui m'en reverse l'autre moitié. Et en plus, étant passé par un jugement, etc., si on avait voulu, on aurait pu demander une séparation égale directement auprès de la caisse. Quand il y a un jugement, tu peux directement faire la demande. Okay. Et à ce moment-là, chaque parent respectif reçoit la part qui lui est due. Et ça, t'as pas voulu faire ? En fait, je m'étais renseigné, mais non, je l'ai pas fait parce que on fait un point compte, d'un point de vue pratique. D'un point de vue pratico-pratique, entre parents séparés, il y a des comptes aussi. Il y a des comptes à faire sur qui a dépensé quoi, quand il y a des médecins, quand il y a l'école à payer, des bazars, des activités. Et donc... Et comment vous organisez de ce côté-là, du coup ? Justement, en fait, vu qu'on a des dépenses par rapport à l'école, on a des dépenses mensuelles, c'est Faiza qui les prend en charge. Donc en fait, Faiza déduit, ça veut dire que quand on fait un point compte, là on l'a pas fait depuis longtemps. Pour cette année, on a laissé glisser pendant des mois et des mois. Donc là, on va faire un point compte de fin d'année scolaire. On note tout sur un côté et on va faire un petit bilan. Mais sinon, en fait, elle déduit, c'est-à-dire que elle a reçu tel montant d'allocation familiale. Telle partie du montant est censée me revenir, mais vu que moi je devais telle partie pour l'école ou pour telle activité, on déduit, et puis à la fin, qui doit quoi à qui, et puis c'est vite vu, quoi. Ok. Et au niveau de la garde, chez vous, c'est moitié-moitié ? Ouais, on est en garde alternée. On fait une semaine sur une semaine. Je conseille, encore un conseil, c'est la journée du conseil. Dans le cas d'une situation un peu délicate, d'une relation délicate avec l'autre parent au moment de la séparation, sur une garde alternée, je conseille du vendredi au vendredi. C'est-à-dire que récupérer l'enfant le vendredi à la sortie de l'école, et comme ça, on ne se croise pas. On ne se croise pas, on ne se voit pas. Il n'y a pas d'éléments désagréables ou de situations comme ça qui peut être un peu... c'est pas la première fois que j'entends ce conseil. Non, c'est chouette. Moi, maintenant, ça va aujourd'hui. Si je croise Faiza, c'est pas grave, mais du coup... Je trouve que c'est un plus, en fait. Morgane, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as un message à transmettre à Elisa pour le jour où elle écoutera cet épisode ? Attends, tu sais que ça me touche ? Mais je le vois. Du coup, ça me touche aussi. On va pleurer tous les deux. Putain, merde. Je m'attendais pas, du coup, à être touché comme ça aussi par la question. Elle te dérange pas, cette question ? Non, pas du tout. Okay. Mais c'est mignon et c'est touchant, du coup. Puis je sais pas pourquoi je suis ému comme ça. Ça va être probablement un petit peu cliché, mais le message, c'est que je l'aime très fort, d'un amour inconditionnel. Et j'espère, donc c'est un peu une capsule
dans une capsule temporelle du coup. Donc si tu m'écoutes Elisa et que tu es beaucoup plus grande, beaucoup plus vieille et que je suis tout vieux et que tu tombes sur ce podcast, sache que je t'aime et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, au jour où tu écoutes le message. C'est pour la vie et j'espère que tu es, j'allais dire fière, que tu es satisfaite, en tout cas avec le recul de ton papa et de ce que j'ai pu faire ou essayer de faire et que tu as pu aimer toutes ces années et tout ce qu'on a vécu dans notre relation, en tout cas tous les deux, et que je suis toujours présent. je sais pas. Il n'y a que des bonnes réponses à cette question. Que dire d'autre ? C'est ça, il n'y a que des bonnes réponses. Merci Morgane d'avoir partagé ton histoire et les nombreuses lectures qui t'ont guidée à travers cette transition, parfois douce, parfois plus difficile. Je suis convaincue que ton témoignage apportera un réel soutien à de nombreux parents qui traversent eux aussi cette période de séparation. Et un grand merci à vous, chers auditeurs, d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Réunion de parents, le podcast de Parentia, votre caisse d'allocation familiale. Ne manquez pas notre prochain épisode et abonnez-vous à Réunion de parents sur votre plateforme de podcast préférée ou suivez-nous aussi sur Instagram, Réunion de parents _podcast pour rester à jour. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une petite note ou à laisser un petit like, cela nous aide énormément. Pour en savoir plus sur l'impact de votre séparation ou divorce sur vos allocations familiales, rendez-vous sur parentia.be. Nous sommes là pour simplifier votre administration familiale afin que vous puissiez consacrer plus de temps à l'essentiel, votre famille. Psst. Envie de rejoindre Parentia ? C'est facile, simple et sans interruption de paiement pour vos allocations familiales. Retrouvez toutes les informations sur parentia.be.